Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'éclairage intitulé « Numérique, l'atout économique de la Nouvelle-Calédonie ». Le 21e siècle est celui du numérique, une ère qui a débuté voici 10 ans ici en Nouvelle-Calédonie avec la pose du câble sous-marin entre l'Australie et la Nouvelle-Calédonie réalisé par un câblier comme celui-ci. Le numérique, c'est une chance pour la Nouvelle-Calédonie, mais le pays a déjà un petit peu de retard dans ce domaine et pourtant, les choses avancent malgré tout. Dans quelle direction et avec quels objectifs? C'est ce que nous allons essayer de comprendre dans ce nouveau numéro d'éclairage. C'est un projet très important et qui va changer le quotidien des Calédoniens au travers de leur connexion Internet. Le digital va aussi changer notre façon de gérer nos équipes. On ne peut pas manager nos collaborateurs comme nous-mêmes nous avons été managés. Ce n'est qu'une question de temps pour que tous les secteurs passent au numérique, mais demain on parlera plutôt d'économie traditionnelle et quand on ne précisera pas, on sera dans l'économie numérique à mon sens. Hi Mike, how you doing? Good. Let's have a visit of the ship. Of course, I'll follow you. The ROV, that's a submersible. Ah yes. We put that on the bottom and we use that to follow the cable to make sure it's lying on the bottom properly, to help us find the cable if we're looking for it. Depuis l'apparition d'Internet, voici une vingtaine d'années, la Calédonie cherche à toujours mieux se connecter au reste du monde. Et après les liaisons satellitaires, nous sommes entrés dans l'ère de la fibre optique, support indispensable pour le développement du numérique. C'est ce que vous allez voir dans le reportage qui suit. Voilà plusieurs années que l'OPT travaille au déploiement de la fibre optique. Depuis 2015 et les premiers raccordements nouméens à Caméré, le réseau destiné à un Internet capable d'aller à la vitesse de la lumière fait doucement son chemin. Dans la capitale, mais aussi à Dimbéa, Païta, au Mont-d'Or, à Bourail ou Koné, les abonnés peuvent peu à peu rejoindre gratuitement le réseau fibre. Que ce soit les équipes OPT ou, comme là, un de nos sous-traitants, on procède actuellement au raccordement abonné à la fibre. Donc il y a une ligne téléphonique cuivre existante qu'on remplace par une fibre optique. Le point d'arrivée optique, il est situé de l'autre côté de la rue. Et puis donc là, on fait le dernier tronçon où on rentre dans le domaine privé. Et là, en l'occurrence, ça se passe bien. En tant qu'aménageur du territoire, l'OPT a fait le choix de la modernité. Objectif, compter plus de 10 000 abonnés raccordés en fin d'année et atteindre 60 000 d'ici 2025. Un chantier de 9 milliards de francs sur 10 ans. C'est vraiment pour préparer l'évolution des produits et services de demain. C'est aussi pour lutter contre la fracture numérique. La DSL, ce n'était pas quelque chose de linéaire et de constant en termes de produits et services. Avec la fibre, on va pouvoir aller jusqu'à 20 km et des débits jusqu'à 100 mégas. Donc demain, on aura mieux et on pourra aller plus loin pour amener un Internet de qualité. Avec la fibre optique, la Calédonie s'équipe de véritables autoroutes numériques. Le transfert de données, le télétravail, les visioconférences, tout sera facilité pour les particuliers comme pour les entreprises. Quelques-unes ont d'ailleurs déjà constaté la différence. Une salle de sport dont les cours sont numériques est branchée en ADSL à Koutio. Le problème principal qu'on rencontre aujourd'hui avec le streaming, c'est justement un problème de connexion. Les vidéos, ça a tendance à saccader, donc là, la connexion est vraiment latente. Il faut savoir que le sport en salle, ça reste en intérieur, donc on essaie d'animer leur programme en mettant des vidéos. Et si à ce juste titre, ils restent devant une vidéo qui est saccadée, forcément, ils vont être mécontents. L'enseigne dispose d'une deuxième salle à Boulari. Elle est fibrée et la différence se fait à tous les niveaux. Les vidéos d'agrément sont parfaitement fluides et côté cours, on peut transpirer sans s'arrêter.
Là, on est sur donc notre salle de cours co par vidéo. C'est-à-dire qu'on peut utiliser un cours. Là, les cours sont directement sur un serveur en métropole. Et du coup, là, je viens de lancer un cours. Voilà, c'est fluide. Et du coup, c'est du streaming. Donc, le cours est enregistré en métropole. Les mises à jour se font automatiquement tous les jours. Et cette partie-là, on ne peut pas la faire sur Dumbéa-sur-Mer. Une troisième salle est en préparation sur 1000 m² à Ducos, dans une zone non fibrée. Jérémy mise sur un raccordement avant l'ouverture pour répondre aux attentes et prendre le train de l'hyperconnectivité. On peut à 100% suivre ce que fait la franchise. L'hyperconnectivité entre les clubs, l'hyperconnectivité entre les membres et les clubs, et la façon de communiquer par la radio ou par les télés au sein des clubs. À partir du moment qu'on a la connexion et qu'on a la fibre optique et que Internet suit le mouvement, nous, on peut complètement suivre la franchise et complètement continuer à se développer. L'enjeu est majeur pour la Nouvelle-Calédonie et désormais, entreprises, immeubles, lotissements, l'OPT s'est engagé à fibrer toutes les nouvelles constructions. Bonjour Auxence. Bonjour Eric, ça va bien? Ça va bien. J'ai vu un écran là qui m'intrigue, hein. Je suis très impatient qu'on aille voir ça parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal de données sur le réseau OPT. Moi, je vous propose qu'on se rapproche de ce panneau parce que je suis très curieux. Allons-y, je vais tout vous expliquer. Auxence Fafin, vous êtes le directeur délégué chargé du développement numérique et de l'aménagement, c'est ça, à l'OPT. Exactement. On se trouve ici dans le centre de contrôle ou de supervision de l'OPT. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce bâtiment? Alors, dans ce centre de supervision, nous contrôlons l'état de l'ensemble de nos réseaux de télécommunications, donc le fixe, le mobile, l'Internet, également les câbles sous-marins. Et quand il y a des cyclones, c'est vraiment le centre de contrôle et de rétablissement de l'ensemble de nos réseaux. Donc on va retrouver des codes couleurs et des pictogrammes qui vont indiquer quel type de logement nous avons et l'état de la desserte, si on est sur une desserte connectée ou non connectée. Donc ça va nous permettre, un, de raccorder le client, et puis deux, s'il y a un dérangement, eh bien c'est là où le technicien qui va devoir intervenir va pouvoir savoir sur quel boîtier il est raccordé, sur quelle position il est raccordé, sachant qu'avec la fibre optique, c'est beaucoup plus fiable que le cuivre. Si ça ne marche pas, c'est que la fibre elle est coupée. L'OPT a fait un choix, un gros investissement sur une assez belle durée. Est-ce que ça vaut vraiment le coup et vers quoi on se dirige avec la fibre numérique en Nouvelle-Calédonie? Le déploiement de la fibre optique, c'est une décision que l'OPT a prise en 2015 pour l'aménagement du territoire. La fibre optique aujourd'hui, c'est le meilleur moyen pour avoir Internet chez soi. Donc c'est un projet qui va prendre une dizaine d'années, plus de 9 milliards, donc c'est un projet très important et qui va changer le quotidien des Calédoniens au travers de leur connexion Internet. L'usage de l'Internet, il est évidemment différent dans les foyers, chez les gens et dans les entreprises. Pour les entreprises, il y a de vraies perspectives nouvelles et avec de vraies retombées économiques attendues. Tout à fait, les usages en entreprise sont différents. On parle de la formation, la santé. Formation, on va pouvoir développer les classes virtuelles, c'est-à-dire que chacun derrière sa webcam suit un cours. Et puis la santé, ça va quand même permettre à tous les organismes de santé de pouvoir échanger des données qui sont souvent très lourdes avec des temps très performants. Est-ce que tout le monde est logé à la même enseigne? Et je pense notamment aux zones éloignées, la brousse et puis les îles. Est-ce que tout le monde va bénéficier du même service et dans les mêmes délais? Alors tout le monde va bénéficier du même service avec les mêmes tarifs, c'est important, les mêmes performances, c'est l'objectif de la fibre optique. Donc la fibre est déjà présente à Nouméa, Païta, Mondor, Dumbéa, Koné. Et puis cette année, on va déployer aussi la fibre optique dans les îles Loyauté. Et les premiers à l'avoir, ce sera à Lifou, à Oué, où nous avons déjà les premiers travaux qui sont en cours de réalisation. À quel moment, en gros, la Calédonie sera complètement équipée avec cette fibre? Alors, on espère pouvoir avoir l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie qui sera raccordable, où la fibre sera déployée d'ici à 5 ans. Et puis, on se donne encore une petite dizaine d'années pour raccorder tous les clients. Aujourd'hui, nous sommes à 15%. Donc, on espère pouvoir accélérer dans les prochaines années et permettre à chacun de disposer de la fibre optique à son domicile. Le nombre d'abonnés, vous le connaissez évidemment? Alors, bien sûr. Donc aujourd'hui, sur l'Internet, on doit être à 55 000 clients et la fibre optique, ça représente 8 856 clients à ce jour. Alors tout ce monde-là, évidemment, reçoit de l'Internet de diverses manières, mais il y a quand même un accès principal qui reste le câble sous-marin qui relie la Nouvelle-Calédonie à l'Australie, s'appelle Gondwana 1. Ce câble, il est envisagé d'y adjoindre un second câble. C'est bientôt, c'est un vrai intérêt. Vers quoi on va avec le projet d'un second câble?
Gondwana a été déployé en 2008. Aujourd'hui, c'est notre unique sortie pour l'Internet de la Nouvelle-Calédonie, donc il nous faut le sécuriser. Donc c'est ce projet, Gondwana 2, que nous sommes en train de mener. Nous souhaiterions une mise en service de ce nouveau câble sous-marin qui intégrera également une partie domestique pour raccorder l'ensemble des îles Loyauté et l'île des Pins à la Grande Terre, une mise en service d'ici 2020. Bon, alors un réseau sécurisé, plus performant, mais pas seulement, il y a une vraie ambition derrière. Qu'est-ce qu'on veut faire avec un deuxième câble? Qu'est-ce qu'on veut devenir? Ce que l'on pourra devenir, c'est une référence dans le Pacifique en termes de numérique. Nous avons des réseaux très performants, la fibre optique, nous en avons parlé, la 4G. C'est une opportunité d'avoir des revenus supplémentaires qui permettront finalement de partager le coût de l'Internet entre les Calédoniens et puis la population d'autres îles du Pacifique qui viendraient se raccorder à la Nouvelle-Calédonie, qui participeront également à l'effort de guerre pour déployer le numérique en Nouvelle-Calédonie. Bon, l'effort de guerre, vous avez dit. Auxence Fafin, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Du service informatique avec un centre d'appel et la prise en main sur un système à distance. De l'ingénierie pour adapter les outils aux besoins des entreprises et puis de la formation. Voici les offres de l'entreprise SF2I qui illustrent dans ce reportage l'économie du numérique. Voilà 10 ans que la société SF2I a vu le jour en Nouvelle-Calédonie. Alors que le territoire vient tout juste de se raccorder à l'Australie par câble sous-marin, le fondateur fait un double pari, celui du service informatique, qui l'associe à une méthode de management encore totalement méconnue, l'entreprise libérée. Alors il y a 10 ans, c'était un pari parce qu'on était une pure société de service, c'est-à-dire qu'on ne vendait pas du tout de matériel et pas de logiciel. Donc on était la première société de services informatiques pure et dure à avoir ce business model. L'entreprise libérée est une philosophie avec beaucoup de liberté, beaucoup de confiance accordée aux collaborateurs. Et les outils numériques sont une façon d'apporter des outils supplémentaires pour aller plus vite, pour être plus agile par rapport aux demandes. Dès le commencement, services et formation sont les deux cœurs de métier. Les deux y attendront. Une stratégie qui paye. Aujourd'hui, l'entreprise est riche de 50 salariés. Côté service, la maintenance des parcs informatiques s'est enrichie, voilà à peine 5 ans, d'une hotline à double visage. On a une hotline technique et puis on a une hotline métier. Donc la hotline technique, c'est plus basé pour des utilisateurs, pour des salariés, pour des grands groupes, lorsqu'il y a des problèmes sur des logiciels. A contrario, la hotline métier, c'est plus dédié pour des particuliers qui utilisent les services d'une entreprise. Et cette entreprise appelle SF2I de sorte à ne pas avoir toutes les contraintes techniques qui sont allouées à ce domaine d'activité. Ce qui va permettre de faciliter le travail des entreprises, d'avoir une meilleure visibilité sur ce qui se passe sur leur site web ou sur leur logiciel. L'ingénierie informatique s'ajoute aux compétences de l'équipe, un travail de l'ombre mais une activité de conception sans laquelle nos outils numériques ne pourraient fonctionner. Et quant à la formation, elle n'a fait que s'enrichir au fil des années. On va avoir des formations qui vont être dans notre catalogue et on va avoir des formations sur mesure si des clients veulent uniquement prendre certains bouts de formation ou vraiment avoir quelque chose de customisé pour eux. On n'a pas forcément quelque chose de logique dans le nom de la commande. Là, les commandes PowerShell seront toujours basées sur la même convention de nommage. Le métier évolue tout le temps, les systèmes d'information se complexifient. Du coup, il y a vraiment de l'avenir dans le service informatique pour pouvoir répondre à tous ces besoins qui arrivent, qui vont arriver et qui sont de plus en plus rapides en évolution. SF2I est une société qui ne connaît pas la crise, pourtant pas de service commercial. Ici, il n'y en a d'ailleurs jamais eu. Le gérant mise sur l'expertise de ses collaborateurs et surtout sur un management basé sur la confiance. Chacun, on est équipé de téléphones avec la 4G, des ordinateurs portables avec lesquels on peut travailler d'où on veut. En entreprise, on a un réseau social au sein de l'entreprise privée, donc qui nous permet d'échanger sur des choses qui nous intéressent. Pour moi, il y a une connexion entre ce nouveau mode de management de l'entreprise libérée et le monde de l'informatique et de l'innovation au niveau numérique, etc. Parce que c'est des domaines qui sont très à jour sur les nouvelles technologies et donc aussi sur les nouveaux modes de management. Peut-être que c'est pour ça, mais je trouve qu'on retrouve souvent des modes de management assez moderne dans des entreprises numériques, j'ai l'impression. De la technique, de l'humain, mais le numérique c'est aussi du business. Nous retrouvons Éric Olivier de l'Observatoire numérique. Il s'intéresse au développement de la filière. Alors ici on est quand même sur la place des Cocotiers où on est censé pouvoir se connecter gratuitement au réseau Wi-Fi de la ville de Nouméa. On va regarder
Donc est-ce qu'on a une mention de réseau Wi-Fi disponible? Oui. Et il y a tout de suite en tête de liste Wi-Fi Nouméa. Donc on va essayer de s'enregistrer. Ça sert à quoi finalement de pouvoir se connecter en ville? Ça c'est pour tous les gens qui éventuellement ne sont pas encore équipés par la 3G? Ça permet effectivement à chacun de s'inscrire dans la démarche numérique. Et on a même du hotspot Wi-Fi du côté de la FOA par exemple et d'autres communes du territoire. Éric Olivier, vous êtes le coordinateur projet de l'Observatoire du numérique en Nouvelle-Calédonie. Alors, il y a une question qui est toute simple, évidemment, concernant plus particulièrement les entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se débrouiller et développer son entreprise sans avoir recours au numérique? Sûrement pas. Alors effectivement, ça paraît très compliqué à l'heure où on parle de se développer économiquement, et sur tous les plans, visibilité, notoriété, sans utiliser les outils numériques. On va prendre un exemple concret avec le commerce, par exemple. Effectivement, on connaît le commerce traditionnel, très répandu en Nouvelle-Calédonie. On a toutes les petites alimentations ou des enseignes spécialisées. Si l'enseigne elle veut augmenter sa visibilité, elle peut utiliser pourquoi pas des réseaux sociaux, un site internet. Si elle veut en plus développer son chiffre d'affaires de manière immédiate, elle va pouvoir mettre sur son site internet des outils où le consommateur final va pouvoir acheter un produit ou un service directement en ligne. Donc là, c'est typiquement une illustration forte pour le commerce du développement par le numérique. On a vu dans le reportage qui précède une entreprise qui propose des services informatiques, qui est vraiment en plein dans le numérique. Est-ce que ça, c'est en train de devenir une filière en Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'on peut utiliser ce mot? Oui, alors même pour aller un peu plus loin que la filière, nous avons désormais une grappe d'entreprise qui s'appelle OpenNC. Et la filière, en fait, ça a été un gros travail mené depuis 2011-2012 avec l'ACTIC, Association calédonienne des technologies de l'information et de la communication, qui avec l'Observatoire numérique a réuni autour de petits carrefours les professionnels de chaque secteur. Le e-commerce que nous évoquions également, mais également la production audiovisuelle, pourquoi pas, les formations, la création de solutions logicielles. Donc oui, la filière existe bien en Nouvelle-Calédonie. Le numérique aujourd'hui, ça représente combien d'entreprises? En gros, quel est son poids dans l'économie calédonienne? On est pas loin de 2000 employés à travers 200 structures, 200 entreprises qui œuvrent dans la filière numérique en Nouvelle-Calédonie. Mais il faut savoir qu'au niveau international, le numérique représente dans la richesse d'un pays 5 à 6% de développement et de croissance. En Nouvelle-Calédonie, on est en dessous d'un seuil de 3% pour l'instant, pourvu que son développement continue. Vous, l'Observatoire du numérique, qu'est-ce que vous pouvez apporter aux entreprises, au développement de cette filière? Quel est votre rôle concret dans cet univers-là? Nous proposons également de l'accompagnement, tout simplement pour nos adhérents, pour voir où ils peuvent se situer dans leur développement du numérique, où on peut venir les accompagner à réfléchir à leur propre stratégie, ou pourquoi pas leur présenter également des éléments qui vont être de manière beaucoup plus large sur la culture du numérique pour être en action et en développement derrière. Le numérique, tout le monde y est condamné. On est obligé de s'engouffrer dans cette voie. Pour autant, est-ce qu'il y a des secteurs plus particuliers qu'il faut développer en priorité? En gros, est-ce qu'il y a des niches vers quoi on se dirige pour développer encore ce numérique? Donc la formation est déjà une niche en fort développement, à l'heure où nous parlons. On a vu la création de nouvelles formations. Je vais prendre juste l'exemple du DUT MMI créé depuis 2 ans. Qui lui est MMI pour les métiers du multimédia et de l'information. Merci. Mais on peut aussi avoir toute une orientation autour du tourisme, pourquoi pas. Donc encore une fois, ce n'est qu'une question de temps pour que tous les secteurs passent au numérique, mais demain on parlera plutôt d'économie traditionnelle, et quand on ne précisera pas, on sera dans l'économie numérique à mon sens. Est-ce que la Calédonie, elle va miser là-dessus pour avoir un rôle plus important à jouer dans la région, devenir ce qu'on appelle plus communément aujourd'hui un hub, c'est-à-dire un pôle de regroupement? Est-ce qu'il y a un avenir régional avec ce secteur d'activité? Il y a effectivement un gros potentiel pour la Nouvelle-Calédonie de ce côté-là. On est quand même les représentants de la francophonie également dans le Pacifique, donc il y a un fort soutien déjà existant vers Wallis et Futuna par exemple. On a bien sûr les géants australiens et néo-zélandais, mais on a vraiment une vraie place à avoir. On a l'exemple avec l'université qui vient d'inaugurer cette année son pôle numérique territorial. C'est également un facteur positif pour ce développement en ce sens-là. Dernière question, ce développement, il est déjà possible avec le câble sous-marin qui relie la Calédonie à l'Australie. Un deuxième câble est prévu. C'est un élément clé pour le développement du numérique? Effectivement, c'est même un élément, je dirais, à terme indispensable. On peut tout à fait imaginer des solutions de travail de nuit en Calédonie pour la métropole, et vice-versa d'ailleurs. Mais on peut également envisager du télétravail en local de manière beaucoup plus avérée et pertinente. Mais pour ça, le réseau est indispensable, effectivement. Ce que vous êtes en train de nous dire finalement pour conclure, c'est que le numérique, c'est vraiment la clé d'un développement économique incontournable en Nouvelle-Calédonie et que c'est pas demain, c'est maintenant. C'était même hier, j'ai envie de dire. Mais l'avenir est là. Il est aujourd'hui. Préparons demain maintenant. Merci Éric Olivier d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité.
Pas de développement sans compétences. Et ces compétences, elles manquent en Calédonie. Alors, il faut former pour disposer des acteurs capables d'utiliser les outils numériques. Et il y a un mot-clé dans l'entreprise, c'est le mot innovation. Vous allez le retrouver au cœur de ce reportage connecté. Comme le reste de la société calédonienne, l'enseignement est gagné par le numérique, notamment l'université jusque dans sa bibliothèque. Le temple du tout-papier a considérablement évolué avec des outils connectés au service de l'autonomie et de la réussite des étudiants. Et l'on commence dès l'entrée. On a ici une borne automatique de prêt et de retour. Donc là, on a nos étudiants qui va emprunter un tas de 3 documents. Et ensuite, il va faire le retour de ces documents. Il va imprimer le reçu qui prouve en fait le retour des documents. Donc il a la preuve formelle. Tout ça en 5 minutes en totale autonomie. Le mouvement est lancé et se retrouve jusque dans la conception des espaces collaboratifs, adaptables, connectés bien sûr, en phase avec les besoins d'une génération du numérique. Et ici, l'ordinateur est devenu tout aussi important que le livre et permet l'accès à une immense quantité de données. L'usage du numérique à la bibliothèque, il a fortement évolué, ne serait-ce que sur le contenu des ressources, puisque 50% maintenant de notre budget d'acquisition vise à acheter de la documentation numérique en ligne. Et donc, ce dont je suis à peu près sûr, c'est qu'on va évoluer vers un accès multiple aux outils numériques. Un des éléments, ça sera la possibilité de venir avec son propre ordinateur et de se connecter à toutes les ressources, ce qui permettra de conserver son environnement personnel. Le numérique n'est pas qu'un simple outil, il est aussi désormais une composante essentielle de l'offre de formation. Impossible en effet d'ignorer les besoins croissants en compétences. Parmi les formations, l'université propose un DUT métier du multimédia et de l'Internet. Alors ici, nous sommes dans une salle qui est réservée prioritairement aux étudiants du DUT MNI, qui est équipée d'ordinateurs qui permettent de faire justement les formations sur tout ce qui est audiovisuel, montage audiovisuel. Donc les étudiants peuvent fonctionner autour de ces 4 ou 5 kilos. Donc là, vous avez à l'écran la plateforme de cours en ligne de l'université. Et en fait, le numérique, de cette manière-là, fait qu'on peut dispenser des formations à distance. Donc on a à l'université une antenne dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, des partenariats dans les autres pays du Pacifique, en particulier au Vanuatu. Donc le numérique, en fait, quelque part, ça abolit les distances et ça permet de rapprocher des gens qui sinon n'auraient jamais pu accéder à une formation universitaire. Pour les entreprises, l'enjeu est de faire correspondre les stratégies économiques et de formation. Dans cette idée de culture entrepreneuriale innovante, l'université, l'Observatoire numérique, le MEDEF et le GC préparent pour les 18 et 19 octobre un événement baptisé DigiNova. Il y a des entrepreneurs pour qui c'est difficile de rentrer dans le numérique et d'avoir des jeunes qui rentrent sur le marché du travail avec déjà des compétences autour de l'ensemble des sujets du numérique, notamment tout ce qui est réseaux sociaux, marketing digital, etc. etc. Ça permet justement à l'entreprise d'utiliser ses compétences pour elle-même se mettre au goût du jour. Et donc l'intérêt pour le MEDEF de s'associer à une démarche comme DigiNova, c'est bien de faire se rencontrer l'ensemble de ces univers autour du numérique et du digital, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est complètement incontournable. Bonjour. Bonjour Eric. Alors vous êtes le directeur général adjoint de la BNC, la Banque de Nouvelle-Calédonie. Tout à fait. Alors on va parler un petit peu du numérique avec vous. Et la première question que j'ai envie de vous poser, puisqu'on est dans un univers de jeunesse, d'étudiants, dans le monde dans lequel on vit, on est obligé de s'adapter au numérique, de l'épouser, de l'aspirer. Vous, les banques, vous avez dû faire de même. Comment est-ce que vous accompagnez ce mouvement? D'abord, il faut qu'on change nos outils. Notre centre de relations clients, par exemple, nous permet maintenant de pouvoir mieux segmenter les appels clients et de pouvoir y répondre en mettant des signes de priorité. Et puis, il y a notre management. Le digital va aussi changer notre façon de gérer nos équipes. Nos collaborateurs sont de jeunes collaborateurs. On ne peut pas manager nos collaborateurs comme nous-mêmes nous avons été managés. Il y a quand même une part de risque dans l'accompagnement d'un projet innovant, d'un projet numérique. Comment est-ce que vous le gérez, ça? Nous prêtons l'argent de nos clients. Donc nous devons de faire attention aux risques que nous prenons. Et surtout d'avoir la bonne analyse des projets, des jeunes, de l'innovation, du numérique.
Financer de l'innovation, c'est souvent financer de l'immatériel, des salaires, des études, des recherches marketing. Donc il faut aussi que nous puissions les accompagner et trouver des formules qui répondent à leurs besoins. Bon, vous, à l'intérieur de la banque, comment est-ce que vous matérialisez cette nouvelle ère de la digitalisation? Qu'est-ce que vous faites à l'intérieur? On a lancé une équipe, effectivement, qui va s'occuper de nos clients à l'intérieur de ce qu'on a surnommé le resto. Une fonction un peu start-up. On a 11 collaborateurs, 27 ans de moyenne d'âge, qui va traiter les appels clients avec tous les moyens modernes de prise de contact avec nos clients. Il faut que quand on accueille nos clients, on soit accueilli comme dans un bon restaurant. Ensuite, il y a le service en salle, c'est-à-dire la capacité qu'aura la banque de conseiller. Et puis, bien évidemment, il y a la cuisine qui va faire en sorte que ce que l'on va proposer à nos clients soit de qualité et qu'ils puissent y trouver un intérêt. Alors, voyez, à l'intérieur d'une banque, qui est une industrie très réglementée, on a créé cet esprit start-up. Et pourquoi on le fait? Parce que pour bien conseiller, pour bien comprendre, il faut aussi que nous-mêmes, nous soyons confrontés à ce qui peut se passer dans le cadre d'une start-up. Eh ben avec des ambitions comme ça, une présentation du projet un peu idyllique, hein, on peut le dire, il y a fort à parier que vous allez récupérer beaucoup de jeunes qui vont venir vous présenter des projets et essayer de les financer avec vous. Je l'espère, Eric. Didier Bruguet, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci beaucoup. La Nouvelle-Calédonie a clairement mis le cap sur le numérique, mais il est encore trop tôt pour rêver au tout connecté. Il y a pourtant une vraie carte à jouer dans ce domaine, mais cela passe naturellement par un accroissement des compétences pour que le numérique devienne une vraie richesse. Voilà qui met un terme à cette émission. Bonne soirée à tous et rendez-vous dans un mois pour un prochain numéro d'éclairage.